Bonjour à tous, je m'appelle José, j'ai 32 ans. Je répare des voitures dans un abri de piscine, enfin du moins dans un ancien abri de piscine. Et aujourd'hui mon but c'est de devenir pilote automobile. Rien que ça. Hmm. Dit comme ça paraît complètement con. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Pourtant cette année j'ai décidé de participer à la Coupe de France des circuits qui se tenait sur le circuit Les Denons en juin dernier. Et j'ai réussi à monter sur la plus haute marche du podium, hein, dans ma catégorie évidemment. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Bienvenue sur Pilote du Peuple. À l'époque, l'histoire, elle a commencé, je devais avoir 3 ou 4 ans. Si tu veux, mon père, il avait une Formule Renault, une marque Adier. Ça doit parler à certains, c'est une marque lyonnaise. Une vieille Formule Renault, des années 70-80. Je sais pas de quelle année elle était exactement, mais tout ce que je sais, c'est que j'adorais monter dedans quand j'étais gamin. Et que dès que mon père l'a démarré avec le moteur de 5 Alpine et la trompette derrière, ça faisait un barouf pas possible et du coup je partais en courant parce que j'avais peur du bruit tout simplement. Quelques années plus tard, du coup, que j'étais tout petit, hein, je suis pas allé à l'école, je devais être malade, un truc comme ça, je sais plus. Et je mets une cassette de Formule 1 dans le magnétoscope. Cette cassette elle raconte l'histoire d'un pilote que je connaissais pas à l'époque, il s'appelle Ayrton Senna, pas qui c'est. Son enfance, son parcours, ses convictions, sa spiritualité, ce qui le poussait à piloter. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai su ce que je voulais faire, tout simplement. La suite de l'histoire, j'avais 8 ans, et après avoir longuement cassé les couilles à mon père, finalement, il a décidé de m'amener au karting. Ça fait du bien. Youpi, ouais. On est allé sur le circuit de karting de Rognac, du coup, et j'ai fait mes premiers tours, et bon, évidemment, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment un truc que je voulais faire, et je me débrouillais plutôt bien, bon, après, sans prétention aucune, hein, évidemment. Et donc vers 12 ans, j'obtiens enfin mon premier kart de compétition. Le kart a facilement 15 ans, il a un vieux moteur Yamaha 400, des gros problèmes de carburation, il n'y avait pas de camion de course, pas de matériel, rien du tout. En fait, on utilisait la camionnette de chantier de mon père, avec la remorque dans laquelle il mettait le sable, pour la maçonnerie en fait, hein. On posait le kart dessus, par-dessus le sable en fait, hein, et en fait on avait la petite caisse à outils derrière. Là c'était assez particulier quand tu débarquais avec ce line-up comme on dit, et que tu vois la plupart des gens qui ont des fourgons avec des moteurs à lit, des châssis, etc. Un petit peu le vilain petit canard finalement quoi, donc c'était assez rigolo quoi. Du coup ouais, c'était vraiment la débrouille en fait, hein. C'est ça comme on dit avec la bite et le couteau. Et du coup, pour ma première course, hein, c'était une course amicale dans le club où j'étais, à Martigues. En fait, je finis troisième, hein, sur, je sais pas, on devait être 9 ou 10 participants, quelque chose comme ça. Et des jeunes pilotes qui tournaient déjà en championnat de ligue, donc c'était plutôt encourageant. Du coup, en 2007, on décide tout simplement de s'engager dans le championnat régional. Et du coup, on change de machine, forcément, on voulait quelque chose de plus actuel. Et que le fameux moteur Paris-là, hein, qui était la norme à l'époque, on se décide de participer à ce championnat-là. On décide de s'engager tout simplement au championnat régional de 2007, en région PACA. Et c'est là que j'ai eu un petit peu l'honneur à l'époque, sans le savoir, de croiser dans les paddocks Charles Leclerc et Jules Bianchi. Alors je vais pas vous raconter de conneries, cette saison-là on n'a pas gagné, hein. On n'a pas gagné du tout. Par contre on finissait régulièrement dans le top 5. Et là mon père il fait des travaux de piscine le week-end pour essayer de m'aider à financer tout ça. Donc voilà, on récupère un peu ce qu'on peut pour rouler à droite à gauche, on se démerde quoi. Puis vers 17-18 ans, les priorités changent, le manque d'argent est présent et forcément on a dû arrêter. On n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Et Montpellier, il n'y a pas de sous. Et cet arrêt m'a hanté pendant des années. Parce que je me disais que j'avais roulé presque à armes égales avec des pilotes qui par la suite ont eu des grandes carrières, notamment à l'international. Contrairement à eux, j'avais pas eu les moyens qu'ils avaient pour pouvoir continuer. À l'école, faut dire que j'étais pas un très bon élève, hein. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. Mais j'ai quand même obtenu un bac professionnel en mécanique automobile. Ensuite, j'ai enchaîné les petits boulots, changement de pneus, de la préparation de commandes, faire des palettes de fruits et légumes, maraîcher, des petits boulots d'intérim. Faut savoir qu'à 18 ans, j'ai eu le permis.
Et j'ai acheté ma première Honda Civic, que je commençais un petit peu à modifier, puis ensuite est venu d'autres véhicules, d'autres voitures un peu sportives, japonaises, parce que c'était un peu dans mes goûts, dans ma culture, donc j'ai eu des Celica, des CRX, des MR2, des choses comme ça. Des voitures un peu sympas. Je suis tombé pendant un moment dans le milieu des runs et des courses de rue. C'était ni légal ni intelligent. La police arrivait, il fallait partir rapidement. Mais à cette période de ma vie, c'était le seul moyen pour conserver un petit peu un esprit de compétition et on va dire de sport auto, même si c'était pas le cas quoi. Mais quand même, en bricolant toutes ces voitures, j'ai réellement appris la mécanique. Donc d'abord sur les miennes, hein, tout simplement. Et puis de fil en aiguille, celle des amis, puis une, puis deux, puis le pote à un pote, et puis ça s'est enchaîné quoi. Donc pendant le Covid, je perds mon travail. Je perds mon boulot parce que j'ai pas voulu me faire vacciner. Toi, tu es le fou, toi. Bon, mon père, il a décidé d'acheter un abri de piscine. Un abri de piscine qui était sur Marseille, une quarantaine de kilomètres de là. Et donc, pour le mettre à la base, qu'on prenait sur une piscine. Et bon, il s'avère que finalement, ça s'est pas fait. On savait pas trop quoi faire cet abri de piscine. Et du coup, l'idée est venue rapidement de dire, bon, mais pourquoi on ne transformait pas cet abri de piscine que vous voyez là, derrière moi, en garage, tout simplement. On a coulé une dalle. Et on a commencé à garer des voitures, nos voitures perso. Donc tout a démarré de là finalement. Cet abri de piscine, c'est devenu JM Autosport, que ceux connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y travaille à plein temps. Donc je fais de l'entretien, de la mécanique, du pneumatique. J'installe un peu des pièces sympas, des jantes, des combinés filetés, des choses comme ça, des trucs qui me plaisent. Je fais beaucoup encore de véhicules japonais parce que c'est quand même de là où je suis issu, hein, dans mon parcours automobile. C'est comme ça que je gagne ma vie en fait, tout simplement. Mais de vivre et de financer une petite partie de ce projet-là, hein, de la monoplace que vous voyez derrière, parce que bon, c'est quand même des voitures qui sont extrêmement chères, extrêmement coûteuses à faire rouler, à entretenir. C'est une voiture excessivement compétitive. C'est sûr qu'il me reste pas 50 000 € pour faire une saison, hein, même en étant à mon compte, ça c'est clair. À partir de là, un jour je trouve une Formule Renault, donc celle-ci encore une fois. Je trouve une Formule Renault sur le site Mikado Racing qui était vraiment pas chère du tout. Elle était chez Zigzag, chez Sébastien Boulet, que je salue au passage. Elle était à vendre chez lui, c'était la voiture d'un client à lui qu'il avait en gestion dans son atelier. Mon père, je dis regarde, putain, celle-là elle est vraiment pas chère, tu vois, franchement, on savait le prix que ça coûtait et elle était vraiment 6-7 000 € en dessous de la cote quoi. Même si on la revend et tout, on se fait un billet, on s'en fout quoi, enfin, c'était un peu l'idée quoi. Puis Pierre il me dit quand même c'est beau et tout, ça franchement si on l'achète on le garde, tu vois. Oh, celle-là, elle est bien. Donc on va la voir. On se dit ouais franchement on a envie de la prendre. Mais on veut l'essayer d'abord. C'était il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça, hein, dans ces eaux-là. Je prends ma vieille combinaison de karting, mon vieux casque, tout mon équipement de l'époque, qui m'allait plus trop parce que j'avais pris au moins 20 kilos dans la gueule. Et je m'installe dedans, on m'arrache. Et là je comprends un truc, c'est que j'étais terrifié, claustrophobe limite, parce que bon, la position de conduite dans cette voiture, c'est assez spécial. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. Là, précisément, à 2 doigts de sortir de la voiture et de dire à mon père, non, on fait pas ça parce que vraiment, c'est pas une bonne idée. Pardon. J'étais vraiment terrifié. Donc, je décide quand même d'aller rouler. Je fais 3-4 tours. Et je me dis, mais il y a quand même quelque chose à faire, c'est quand même intéressant, hein, cette histoire, c'est... Allez, le mode sport. Ça y est, il a mis le mode sport. Ouais. Terrifié, mais quand même avec un petit peu l'ambition de me dire, ouais, il y a peut-être quelque chose encore à faire. Bon, sans plus. Petit à petit, je retrouve une sensation, je travaille un peu sur mon physique, etc. J'essaye de comprendre un peu cette voiture, non seulement à l'atelier, mais j'essaie aussi d'étudier les on-board des autres pilotes, savoir comment ils freinent, savoir un petit peu tout, en fait, hein, sur le fonctionnement, hein, sur tout ce qui entoure la gestion de cette voiture et son pilotage, parce que c'est vraiment incomparable à ce qu'on peut apprendre au karting. C'est vraiment différent même de l'automobile classique, hein, donc c'est Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. quand on roule avec ça. Bon, toujours pareil, hein, posséder une monoplace ne signifie pas pouvoir rouler avec. Pour la mettre aux normes et la rendre fiable, il faut le réservoir, ça coûte 1400 balles, l'embrayage, c'était mort dessus quand on l'avait acheté,
faut savoir que les 2 disques d'embrayage, ils coûtent 800 €. Les plaquettes, on en a pour 600 €. Harnais, l'extincteur, les pièces pour la réviser. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi finalement. Le fait d'avoir la remorque, le camion pour tracter avec tous les outils, se déplacer sur les circuits, etc. Bon, les abonnements pour le foot, les soldes, les cigarettes. Abrège. C'est toute une logistique à mettre en place. Non seulement coûteux, mais chronophage aussi. Quand tu as un atelier à gérer à côté, c'est vraiment... il faut s'y prendre longtemps à l'avance, il faut que tout soit prêt, il faut avoir le budget de prêt, etc. Enfin bon, là par exemple pour la course à l'Édenon que j'ai fait cette année, ça fait à peu près 1 an que je prépare ça. Donc sans m'entraîner je parle. Ça fait 1 an que je prépare ça, que j'économise, que je mets de côté, que j'achète les pièces spécifiques pour la rendre plus fiable, la préparer, la réviser, etc. C'est ça le sport auto. Et donc en 2023, j'ai fait une première tentative de compétition avec la voiture. Et donc le samedi arrive la qualification. Je me suis aperçu que la voiture commençait à prendre feu, mais dans l'habitacle, au niveau de mes jambes. Je déclenche pas l'extincteur parce que je voulais pas gâcher. On sait jamais s'il y avait... si on pouvait la faire repartir ou pas. L'extincteur, parce que si tu le déclenches une fois, après t'es baisé, tu peux rien faire. Après tu prends pas le départ du week-end, quoi qu'il arrive. En fait, il y avait un petit fil d'alimentation, parce que la batterie est sous les jambes. On est assis, je sais pas, je vais essayer de vous mettre un dessin dans la vidéo. Et en fait, la batterie passe sous les jambes, entre la coque et les jambes, en fait, sur cette voiture-là. Et donc, tu as le câble d'alimentation qui était dénudé, qui a touché la coque, et ça a fait brûler une partie du faisceau, en fait, tout simplement, qui était au niveau du dashboard. Donc, un bordel pas possible, quoi. En fait, j'ai dû abandonner avant même d'avoir participé à la course. J'ai fait la qualif, j'ai fait 5 tours, en tout. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. En juin 2026, je reviens à l'Édenon. 3 ans plus tard, sans entraînement, sans rien, parce que bon, forcément, le quotidien fait que j'ai pas spécialement ni les moyens ni le temps de rouler avec la bagnole. Donc le plateau compte 17 voitures cette année. On avait de la formule régionale, 3R qu'on appelle. Donc c'est des formules Renault en fait avec des moteurs turbo de Renault Alpine, des 1,8 litre turbo qui sortent 280 chevaux. Avec des FR 2.0, donc les générations 2013-2019 si je dis pas de bêtises, ou 2018 je crois. Donc c'est des voitures qui font à peu près 30 chevaux de plus que celle-là, qui ont un aéro beaucoup plus poussé, qui ont une boîte de vitesse à palette au volant 7 rapports, des voitures beaucoup plus performantes en somme. Dans le catégorie il était 4, et il y avait 17 voitures. Donc je me qualifie 10e au général. Et dans la course 1, je remonte jusqu'à la 6e place. Je remonte même sur le 5e à un moment donné. Je subis des gros problèmes de frein, donc la pédale au fond, les freins qui surchauffent et je me sors de la piste. Est-ce que tu t'es déjà pris la purée en pleine face? Il a perdu le contrôle de la voiture et s'est mis dans le fossé. Et donc malgré tout, je repars avec ma caisse. Je finis, on la répare avec mon père, etc. On se démerde, on purge les freins, on isole les freins de la chaleur, etc. pour essayer d'optimiser au maximum. Et on termine quand même 5e au général. Bon, premier d'autres catégories évidemment. Mon père et moi, c'est quand même un sentiment de délivrance et de revanche en fait sur toutes ces années de galère. À vous, et bien sûr Claude Desmonters, qui remporte la catégorie classe 21. C'est qui le patron? Et moi. Le team Bolt Racing, ça s'appelle. Ils me proposent d'essayer leur voiture lors d'une journée d'essai qu'ils avaient organisée le 24 juillet. C'était plutôt cool pour moi parce que j'aurais enfin la possibilité de mesurer mes chronos en fait avec une voiture qui était au niveau de celle de ceux qui sont devant tout simplement. Donc j'ai pas refusé l'opportunité, j'y suis allé. Et donc après une vingtaine de tours, je fais un excellent chrono, même la pole d'une seconde. Forcément, je suis un peu ému, mais vous pouvez pas le voir. Je suis tout excité, quoi. C'est quelque chose de fort pour moi. En tout cas, c'était encourageant pour la suite. For sure. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais à ce moment-là, du coup, après les essais, le team me fait comprendre que voilà, il souhaite quand même continuer l'aventure avec moi aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est encore 50 000 € facilement pour faire une saison. Quand même sur des budgets assez élevés, on reste sur de la monoplace, c'est des voitures qui sont quand même assez chères à exploiter. Donc voilà, je me retrouve face au même problème finalement que j'avais à l'époque, quoi. Alors pourquoi pilote du peuple? Le sport automobile c'est considéré comme un sport de riche. Moi je dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est un sport de très riche. Elle a raison. Moi je suis un gars issu du peuple.
Je suis plus proche du prolétaire, fils d'ouvrier, que du fils de bourge, comme on dit. Donc ça sera pas seulement des belles images et du discours. Il faut savoir qu'en France, les entreprises font partie des plus taxées d'Europe. Beaucoup de petits entrepreneurs ont déjà du mal à payer leurs charges, leur salaire, leurs impôts, leur loyer, etc. Alors si toi tu arrives devant eux et que tu te présentes et tu leur dis bonjour, voilà je suis pilote, j'ai besoin d'argent. Madame, monsieur, s'il vous plaît. Ah, madame, s'il vous plaît, madame. Au mieux ils t'encouragent, au pire ils te rient à la gueule. On peut rire ou... C'est fait. Il faut leur proposer ce que tu peux leur proposer. Si tu as des compétences en informatique, si tu as des compétences en marketing de réseau, si tu as des compétences sur les réseaux sociaux tout simplement, tu les invites sur le circuit, tu leur fais faire du karting avec ton club de karting local par exemple, tu organises une course, tu vois. Il y a pas mal de petites idées comme ça à mettre en place pour proposer quelque chose. Il ne faut pas arriver juste, voilà j'ai besoin de partenaires, filez-moi un chèque. Là les mecs ils vont te... c'est même pas la peine. Mec, il a pas... On passe vraiment pour des fifres. Donc je vais prendre moi mon dossier perso, faire du porte-à-porte, je vais le poser sur les bureaux des entreprises et je vais tenter ma chance au culot. Oh là, vous avez... Regardez un peu le paquet, là. Hein, il y a Coucarin, là. Hein. Vous documenterez un petit peu les démarches, les réponses, les rejets, etc. J'ai plus l'âge d'un jeune prodige de 16 ans, j'ai pas de fortune familiale, j'ai pas de grand réseau, j'ai pas de carrière toute tracée, mais je suis là. Et moi, concrètement, aujourd'hui, mon prochain objectif, c'est soit d'intégrer un team, donc d'avoir le budget pour intégrer un team et viser le titre l'an prochain, soit d'avoir une bonne voiture pour viser le titre l'an prochain. Toujours pareil. Et si un jour cette chaîne se met à marcher, que mes performances sont significatives et que je peux aller plus loin, c'est vrai que l'objectif, pourquoi pas les 24 heures du Mans, on sait jamais. On peut dire ça, non? On peut rêver. Ben ouais, logique. Donc pour la prochaine étape, je suis également à la recherche de partenaires. Donc si une entreprise locale cherche à rejoindre l'aventure à mes côtés, vous pourrez retrouver mes coordonnées dans la description. Je n'ai aucune garantie de réussir, mais je continuerai jusqu'à ce que ce soit possible. Tout simplement.